Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Alors que les sirènes hurlaient dans la nuit parisienne. Elle avait été arrêtée brutalement par la police lors d'une manifestation pour les droits LGBT. Accusée d'incitation à la haine pour avoir embrassé publiquement sa compagne. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Sophie était une agente infiltrée de la DGSI. Et cette arrestation risquait de faire exploser une opération secrète contre un réseau extrémiste. Les menottes claquèrent autour de ses poignets, froides et impitoyables, tandis que les agents la traînaient vers le fourgon. « Vous n'avez pas le droit !» cria-t-elle. Mais ces mots se perdirent dans le chaos de la foule en colère. À l'intérieur du véhicule, l'odeur de sueur et de tabac froid l'assaillit. Et elle pensa à Émilie. Sa partenaire, qui avait disparu dans la mêlée. Était-elle en sécurité? Ou avait-elle été emportée par la vague de violence qui avait éclaté? Sophie ferma les yeux, revivant les derniers mois qui l'avaient menée à ce point de non-retour. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Dans un café du Marais. Ce quartier vibrant de Paris où la communauté LGBT se sentait encore un peu chez elle. Sophie. 28 ans. Aux cheveux châtains cascadant sur ses épaules et aux yeux verts perçants. Travaillait sous couverture comme professeur d'histoire dans un lycée. Sa mission, infiltrer un groupe conservateur soupçonné de financer des campagnes anti-LGBT. Émilie. 26 ans. Avec ses cheveux courts au burn et son sourire doux qui cachait une détermination de fer. Était une activiste engagée. Ignorant tout du vrai métier de Sophie. Elle s'était rencontrée lors d'une réunion associative. Et l'attraction avait été immédiate. Un feu qui consumait leurs doutes. Mais l'amour n'était pas simple dans leur monde. Sophie luttait contre ses démons intérieurs. Comment concilier son devoir professionnel avec ses sentiments naissants? Chaque baiser volé était un risque. Chaque regard complice une potentielle trahison. Émilie. Issue d'une famille catholique traditionnelle de Provence, portait le poids des attentes parentales. Ses parents, dévoués et intransigeants, voyaient l'homosexualité comme un péché, une déviance à corriger. Tu es une fille bien? Émilie. Lui disait-il lors de leurs appels hebdomadaires. Ne te laisse pas influencer par ces modes parisiennes. Elle avait menti pendant des années, prétextant des amitiés platoniques. Mais avec Sophie, c'était différent. C'était réel. Et cela la terrifiait. Ce soir-là, à la manifestation, tout avait basculé. La foule scandait des slogans pour l'égalité. Mais un groupe d'opposants radicaux avait infiltré les rangs, jetant des bouteilles et provoquant les forces de l'ordre. Sophie, qui surveillait un suspect clé, s'était retrouvée au milieu du tumulte. Émilie l'avait rejointe, insistant pour être à ses côtés. On affronte ça ensemble, avait-elle murmuré. Puis, dans un moment d'audace, elle s'était embrassée. Un geste de défi face à la haine ambiante. Les flashs des appareils photo avaient crépité. Et soudain, les policiers avaient chargé. Au commissariat, Sophie fut jetée dans une cellule froide. Les murs écaillés lui rappelant les prisons mentales qu'elle avait construites autour de son identité. Elle pensa à son chef à la DGSI, qui lui avait ordonné de rester discrète. Pas d'attachement personnel. Moraux. C'est la règle. Mais comment ignorer le battement de son cœur quand Émilie la regardait? Pendant ce temps, Émilie, relâchée plutôt grâce à un avocat ami, errait dans les rues pluvieuses de Paris, le téléphone à la main. Elle appela les parents de Sophie.
ignorant qu'il n'existait pas dans sa couverture. Sophie est en danger? Sanglota-t-elle. La réponse fut un silence glacial, suivi d'un clic. Le lendemain matin, Sophie fut interrogée par un inspecteur bourru, le commissaire Lefebvre. Un homme d'une cinquantaine d'années aux yeux fatigués par des années de service. Vous êtes accusé de trouble à l'ordre public. Et cette relation avec une femme? C'est provocateur. Sophie ravala sa colère. C'est ma vie privée. Vous n'avez pas le droit de juger. Mais intérieurement, elle bouillonnait. Comment la France, pays des droits de l'homme, pouvait-elle encore tolérer de telles discriminations? Lefebvre haussa les épaules. Les temps changent. Mais pas pour tout le monde. Pendant ce temps, Émilie affrontait sa propre tempête. Chez elle, dans leur petit appartement du 11e arrondissement, elle reçut un appel de sa mère. J'ai vu les nouvelles. Émilie. Cette manifestation. Et toi avec une femme? C'est une honte. Les mots frappèrent comme des coups. Émilie défendit son amour. Mais sa voix tremblait. Maman. Je l'aime. C'est pas un choix. La réponse fut un ultimatum. Reviens à la maison. Ou oublie-nous. Le téléphone glissa de ses mains. Et elle s'effondra. Les larmes coulant sur ses joues. Était-ce le prix de l'authenticité? Sophie. Libérée sous caution grâce à un contact discret de la DGSI. Rentra chez elle épuisée. Émilie l'attendait. Les yeux rougis. Elle s'enlacèrent. Mais la tension était palpable. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Murmura Émilie. Sophie hésita. Son secret pesant comme un fardeau. On continue à se battre. Mais au fond d'elle, elle savait que la vraie bataille était intérieure, trahir sa mission ou risquer de perdre Émilie. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions clandestines. Sophie rencontra son suspect. Un politicien local nommé Duval, qui masquait son extrémisme derrière un vernis de respectabilité. Les valeurs traditionnelles doivent primer, prêchait-il. Sophie feignait l'accord. Mais chaque mot la rongeait. Émilie, de son côté, organisait des ateliers pour soutenir les jeunes LGBT en difficulté. Elle rencontrait des histoires déchirantes, une ado rejetée par sa famille, un jeune homme harcelé au travail. Cela renforçait sa résolution, mais accentuait sa peur. Et si mes parents me renient pour de bon? Confia-t-elle à Sophie un soir. Alors on construira notre propre famille, répondit Sophie. Mais ces mots sonnaient faux. Hantée par son double jeu. La nuit, elle rédigeait des rapports secrets, se sentant comme une traîtresse. La tension monta quand Duval invita Sophie à un dîner privé. Venez avec votre ami, dit-il avec un sourire faux. Émilie accepta, ignorant le piège. À table, les discussions virèrent à la politique. Duval attaqua, l'homosexualité affaiblit la société. Émilie riposta avec passion, défendant les droits humains. Sophie, coincée, dut feindre la neutralité, blessant Émilie sans le vouloir. De retour chez elle, la dispute éclata. Pourquoi tu n'as rien dit? Cria Émilie. J'ai mes raisons, murmura Sophie, les larmes aux yeux. Le fossé se creusait.
Et Sophie se demanda si l'amour pouvait survivre à tant de secrets. Les semaines suivantes furent un engrenage de mensonges et de révélations partielles. Sophie, rongée par la culpabilité, intensifia son infiltration. Elle assistait à des réunions secrètes de Duval, où des plans pour saboter des événements LGBT étaient discutés. Nous devons montrer que ces déviants sont une menace, déclarait-il. Sophie enregistrait tout, mais chaque session la vidait un peu plus. À la maison, Émilie remarquait son épuisement. « Tu me caches quelque chose ?» accusait-elle. Sophie niait, prétextant le stress du travail. Mais les fissures apparaissaient. Émilie, cherchant du soutien, contacta une association LGBT où elle rencontra Claire, une avocate militante charismatique. Claire, avec son assurance et son empathie, devint une confidente. « Tu mérites quelqu'un qui te soutienne pleinement ?» lui dit-elle un jour. Émilie rougit. Flattée, mais fidèle à Sophie. Pourtant, une graine de doute germa. Pendant ce temps, les parents d'Émilie débarquèrent à Paris sans prévenir. « Nous venons te ramener à la raison », annonça son père, un homme rigide aux cheveux grisonnants. La confrontation fut explosive. « Cette relation est contre nature », tonna-t-il. Émilie tint bon. Mais le choc la laissa briser. Sophie, apprenant la visite, rentra en urgence. Elle trouva Émilie en pleurs. « Ils veulent que je choisisse, eux ou toi. » Sophie l'enlaça. Mais son téléphone vibra un message de la DGSI, opération imminente. Restez vigilante. Elle ignora l'appel, choisissant Émilie pour la première fois. Elles passèrent la nuit à parler, à se rappeler leur premier moment, un pique-nique au jardin des Tuileries. Des rires sous la pluie. Mais le matin apporta une nouvelle crise. Duval contacta Sophie, « J'ai des doutes sur vous. Prouvez votre loyauté. » Il lui demanda de dénoncer publiquement une manifestation LGBT. Le dilemme était atroce. Accepter signifiait trahir Émilie et sa communauté, refuser, compromettre sa mission. Sophie choisit un compromis risqué, elle feignit l'accord, mais sabota subtilement le plan. À la conférence de presse, elle prononça des mots ambigus, qui passèrent pour une condamnation modérée. Duval fut satisfait, mais Émilie, qui regardait en direct, fut dévastée. « Comment as-tu pu ?» hurla-t-elle en rentrant. Sophie tenta d'expliquer, c'était pour nous protéger. Mais Émilie claqua la porte, partant chez Claire. Seule, Sophie affronta ses démons. Elle appela son chef, « Je ne peux plus continuer comme ça. » Il l'a mis en garde, « Si vous craquez. » Des vies sont en jeu. Mais l'amour primait. Elle décida de tout avouer à Émilie. La retrouvant chez Claire, elle interrompit une conversation intime. « Je suis une agente de la DGSI. » Tout ça, c'était pour infiltrer Duval. Émilie pâlit. Choquée. « Tu m'as menti depuis le début ?» La trahison était palpable. Claire intervint, « Laisse-la partir. » Émilie. Elle t'a utilisé. Les mots blessèrent Sophie comme des lames. Émilie rentra avec Sophie. Mais la confiance était brisée. Elle dormait dos à dos. Un mur invisible entre elles. Les jours suivants, Émilie lutta avec ses émotions, colère,
Amour. Confusion. Comment reconstruire sur des mensonges? Se demandait-elle. Sophie, de son côté, accéléra l'opération. Elle fournit des preuves accablantes contre Duval, menant à son arrestation imminente. Mais un soir, Duval la confronta. « Je sais qui vous êtes. » Une poursuite s'ensuivit dans les rues sombres de Paris, Sophie courant pour sa vie. Elle échappa de justesse, mais rentra blessée. Émilie la soigna, leurs mains se touchant dans un silence chargé. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ?» murmura Émilie. « J'avais peur de te perdre. » Pour la première fois, elles parlèrent ouvertement de leur peur, la société qui les jugeait, les familles qui les rejetaient, les choix moraux qui les déchiraient. Mais la guérison était lente. Émilie contacta ses parents, tentant une réconciliation. « Acceptez-moi tel que je suis. » La réponse fut un refus catégorique, la laissant orpheline émotionnellement. La pression sociale s'intensifia. Des articles dans la presse dépeignaient Sophie comme une traîtresse à la cause LGBT pour ses déclarations ambiguës. Des amis les évitaient, murmurant des rumeurs. Émilie défendit Sophie publiquement, mais au prix de son propre isolement. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» se demanda-t-elle lors d'une nuit d'insomnie. Sophie, sentant le gouffre, proposa une pause. « Peut-être qu'on a besoin de temps. » Mais Émilie refusa. « Non. On affronte ça ensemble. » Leur amour, testé par le feu, commençait à se raffermir, mais un nouveau coup les attendait. Duval, libéré sous caution, envoya des menaces anonymes. « Votre secret sera révélé. » Sophie renforça la sécurité, mais la paranoïa s'installa. Émilie, terrifiée, envisagea de partir. Et si on quittait Paris? Sophie hésita. Sa carrière en jeu. Le choix était cornélien, sacrifier son travail pour l'amour. Ou risquer tout. Finalement, elle opta pour une confrontation directe. Avec l'aide de la DGSI, elle piégea Duval lors d'une rencontre. L'arrestation fut spectaculaire, diffusée aux infos. Mais dans la foulée, l'identité de Sophie fut partiellement exposée. Émilie, voyant les conséquences, réalisa le sacrifice de Sophie. « Tu as risqué ta vie pour nous. » Elles s'embrassèrent. Un moment de répit dans la tempête. Pourtant, les dommages étaient profonds. Émilie luttait avec le traumatisme, Sophie avec la culpabilité. Leur relation, autrefois passionnée, était maintenant marquée par la prudence. La société, impitoyable, continuait à juger. Des collègues d'Émilie murmuraient. Des inconnus les dévisageaient. Le prix de leur amour était une vigilance constante, une armure contre le monde. L'arrestation de Duval marqua un tournant, mais pas la fin des tourments. Sophie fut félicitée par ses supérieurs, mais suspendue temporairement pour complications personnelles. « Votre relation a compromis l'opération ?» lui reprocha son chef. Elle rentra chez elle, défaite, pour trouver Émilie en train de faire ses valises. « Je pars chez ma sœur à Lyon. J'ai besoin d'espace. » Le cœur de Sophie se brisa. « Ne me laisse pas. » Émilie hésita, les yeux emplis de larmes. « Je t'aime.
Mais je dois me reconstruire. La porte se ferma, laissant Sophie seule avec ses regrets. Les jours suivants furent un vide abyssal. Sophie erra dans Paris, visitant leurs endroits préférés, le Pont des Arts, où elles avaient accroché un cadenas d'amour, maintenant rouillé par le temps. Elle appela Émilie quotidiennement, mais les conversations étaient tendues, emplies de non-dits. Émilie, à Lyon, affronta sa famille élargie. Sa sœur, plus ouverte, l'écouta. Papa et maman changeront peut-être. Mais les appels parentaux restaient accusateurs. Reviens à Dieu, implorait sa mère. Émilie pria, questionnant sa foi et son identité. Était-elle damnée pour aimer une femme? Pendant ce temps, Sophie reprit du service. Mais son esprit était ailleurs. Une nouvelle mission l'envoya infiltrer un groupe similaire à Bordeaux. Là, elle rencontra une collègue, Marie, une agente lesbienne assumée. « Comment gères-tu l'équilibre ?» demanda Sophie. Marie haussa les épaules, avec honnêteté. Les secrets tuent les relations. Ces mots hantèrent Sophie. Elle décida d'écrire une lettre à Émilie. Avouant tout, ses peurs, ses erreurs, son amour inconditionnel. Je choisirais toi 1000 fois. Émilie reçut la lettre, les mains tremblantes. Elle pleura, revivant leurs moments, des promenades le long de la Seine, des débats passionnés sur l'égalité. Elle répondit par un appel, « Reviens-moi ». Sophie sauta dans le premier train pour Lyon. Leurs retrouvailles furent émouvantes. Un mélange de joie et de douleur. On recommence. Mais sans mensonge. Promit Sophie. Elles passèrent des jours à parler, à guérir. Mais la réalité frappa vite. Les parents d'Émilie apprirent son retour avec Sophie et coupèrent tout contact. Tu n'es plus notre fille. Le rejet fut dévastateur. De retour à Paris, elles affrontèrent les retombées sociales. Des amis communs prirent parti, certains accusant Sophie de manipulation. Émilie perdit son emploi dans une ING, prétextant conflit d'intérêts. C'est à cause de nous, ragea-t-elle. Sophie, déterminée, l'aida à trouver un nouveau poste. Mais intérieurement, elle questionnait, valait-il mieux se cacher ou se battre? Une manifestation nationale pour les droits LGBT approchait. Et Émilie insista pour y participer. C'est notre combat. Sophie, craignant pour sa sécurité, hésita. La veille de l'événement, une bombe éclata, un article révéla partiellement l'identité de Sophie, la dépeignant comme une espionne anti-LGBT. La communauté se divisa, certains la voyant comme une héroïne, d'autres comme une traîtresse. Émilie défendit Sophie en ligne, mais reçut des menaces. Tu paieras pour ton choix. La peur s'installa, transformant leur amour en forteresse assiégée. Sophie proposa de quitter la France. Allons en Espagne? Recommençons. Émilie refusa, fuir? C'est capituler. Le jour de la manifestation, la tension était à son comble. Des milliers défilèrent, mais des contre-manifestants radicaux attaquèrent. Sophie, protégeant Émilie, fut blessée légèrement. À l'hôpital, Émilie veilla sur elle. Tu as risqué ta vie pour moi. Sophie sourit faiblement, pour nous.
Ce moment scella leur engagement, mais souligna le prix, des cicatrices physiques et émotionnelles. De retour chez elles discutèrent de l'avenir. Et si on adoptait? Suggéra Émilie. Sophie pâlit, avec mon métier? Le débat moral surgit, pouvaient-elles élever un enfant dans un monde hostile? Les pressions familiales ressurgirent. La mère d'Émilie appela. Suppliante, reviens. Sans elle. Émilie raccrocha. Mais le doute persista. Sophie, sentant la fragilité, consulta un thérapeute. Vos conflits intérieurs sont normaux. Mais affrontez-les ensemble. Elles commencèrent une thérapie de couple, explorant leur traumatisme, le rejet pour Émilie, le devoir pour Sophie. Chaque session était une bataille, révélant des vérités douloureuses. J'ai peur que tu me quittes pour quelqu'un de normal, avoua Sophie. Émilie répondit, tu es ma normalité. Pourtant, un nouveau conflit émergea. Marie, la collègue de Sophie, avoua ses sentiments. Tu mérites mieux que ces luttes. Sophie la repoussa. Mais Émilie apprit l'incident. La jalousie éclata, tu me trompes? Sophie nia. Mais la confiance vacilla à nouveau. Elles passèrent des nuits à argumenter, pesant les sacrifices. L'amour vaut-il tant de douleur? Questionna Émilie. Sophie. Les larmes aux yeux, oui. 1000 fois oui. Leur réconciliation fut passionnée. Un rappel de leur lien profond. La société continuait à peser. Un débat télévisé sur les droits LGBT cita leur histoire anonymement, déclenchant des controverses. Certains défendaient l'amour libre, d'autres le condamnaient au nom de la morale. Sophie et Émilie regardèrent ensemble, main dans la main. On change le monde. Un peu, murmura Sophie. Mais le coût était élevé, isolement. Vigilance constante. Elles décidèrent de s'engager plus, Émilie lança un blog sur les luttes LGBT. Sophie offrit des conseils anonymes. Leur amour, forgé dans l'adversité, devint une arme contre la haine. Les mois suivants apportèrent une accalmie fragile. Sophie quitta la DGSI pour un poste administratif, sacrifiant sa carrière pour la stabilité. C'est pour nous, expliqua-t-elle à Émilie. Celle-ci, touchée, intensifia son activisme, organisant des conférences sur la tolérance. Mais les ombres du passé persistaient. Un soir, un ancien allié de Duval les contacta, il y a des fuites. Votre sécurité est compromise. Elles déménagèrent dans un appartement plus sûr. Mais la paranoïa grandit. Quand est-ce que ça s'arrête? Soupira Émilie. La famille d'Émilie tenta une dernière approche, une lettre implorante. Nous t'aimons. Mais pas ce choix. Émilie la brûla, symbolisant sa libération. Mais le deuil la rongeait. Sophie, pour la soutenir, contacta ses propres parents en réalité. Des collègues pour simuler un soutien familial. On crée notre cercle. Elles adoptèrent un chat. Un petit geste vers une vie normale. Mais les mœurs sociétales les rattrapaient. Au travail de Sophie, des collègues murmuraient, une lesbienne dans la sécurité nationale? Elle ignora. Mais la discrimination subtilisait. Un tournant vint avec une invitation à un gala LGBT. Émilie y fut honorée pour son engagement. Sur scène,
Elle dédia son prix à Sophie, à l'amour qui défie tout. La foule applaudit. Mais en coulisses, une confrontation avec un journaliste curieux révéla plus sur le passé de Sophie. Êtes-vous une espionne? Émilie protégea Sophie. Mais le scandale éclata. Les médias s'emparèrent de l'histoire, amour interdit et secret d'État. Elles furent traquées par les paparazzi. Leur intimité violée. Émilie craqua, je ne peux plus. Elle proposa une séparation temporaire. Sophie, dévastée, accepta. Prends le temps dont tu as besoin. Émilie partit pour une retraite en Bretagne, laissant Sophie affronter seule les tempêtes. Là, Émilie réfléchit à ses choix. Avait-elle sacrifié trop pour cet amour? Des promenades sur la plage l'apaisèrent. Mais les souvenirs affluaient. Elle appela Claire. L'ancienne confidente, j'ai peur de perdre qui je suis. Claire conseilla, l'amour vrai élève. Pas détruit. Sophie. À Paris. Plongea dans le travail. Mais le vide était immense. Elle rencontra un groupe de soutien pour agents LGBT. Partageant ses luttes. Le devoir contre le cœur. C'est un combat quotidien. Une membre. Une retraitée. Lui dit, choisis le cœur. Ou perds tout. Inspirée. Sophie prépara une surprise, une demande en mariage. Elle envoya un billet à Émilie, reviens. Et dit oui. Émilie rentra. Émue. Sous la tour Eiffel. Sophie mit un genou à terre. Épouse-moi. Malgré tout. Les larmes coulèrent, oui. Mais le bonheur fut de courte durée. Les parents d'Émilie, apprenant les fiançailles, intentèrent une action en justice farfelue pour influence néfaste. Bien que rejetée, elle raviva les blessures. Sophie et Émilie consultèrent un avocat, renforçant leur unité. On se marie. Et au diable les autres. La préparation du mariage fut un mélange de joie et de stress, choisir une robe. Inviter des amis loyaux. Mais des menaces anonymes arrivèrent, vous ne méritez pas le bonheur. La sécurité fut renforcée. Le jour du mariage, dans une petite chapelle de Montmartre, fut magique. Émilie en blanc, Sophie en tailleur élégant, échangèrent des vœux émouvants. Je choisis toi. Contre vent et marée. Mais un invité inattendu, la sœur d'Émilie, venue en secret. Je suis fière de toi. Une lueur d'espoir. Pourtant, la presse couvrit l'événement, déclenchant des débats nationaux sur le mariage gay. Certains célébraient, d'autres condamnaient. Post-mariage, elles affrontèrent une lune de miel perturbée par des appels de la DGSI, une nouvelle menace. Sophie dut rentrer tôt, laissant Émilie seule. La frustration grandit, ton passé nous hante. Une dispute éclata, j'ai tout sacrifié. Émilie riposta, moi aussi. Elles se réconcilièrent. Mais le cycle de douleur persistait. Émilie envisagea la thérapie solo. Explorant ses doutes moraux, était-ce égoïste d'imposer cet amour à Sophie? Sophie, de son côté, lutta avec l'identité, agente ou épouse. Elle refusa une promotion pour rester près d'Émilie. Tu es ma priorité. Leur vie devint une danse délicate entre amour et réalité. Elles s'engagèrent dans l'adoption, affrontant les biais sociétaux. Deux mamans? C'est controversé, dit l'agence. Le combat les unit, mais épuisa. Finalement, une approbation partielle vint.
Mais avec condition. Est-ce juste pour l'enfant? Se demanda Émilie. La haute tension culmina quand un ancien complice de Duval attaqua leur domicile. Sophie le neutralisa, mais fut hospitalisée. Émilie veilla, réalisant, sans toi, je suis perdue. Ce incident scella leur détermination, elles déménagèrent en province, cherchant la paix. Mais la société les suivait, avec des voisins curieux et des jugements subtils. Leur amour, résilie, payait le prix d'une vigilance éternelle. Dans leur nouvelle vie à Nantes, Sophie et Émilie tentèrent de reconstruire. Sophie trouva un emploi comme consultante en sécurité. Émilie lança une association locale pour les droits LGBT. Les jours étaient calmes, mais les nuits agitées par des cauchemars. Le passé ne nous lâche pas, confia Sophie. Émilie acquiesça, serrant sa main. Elles adoptèrent une petite fille, Anna, 5 ans, orpheline. Notre famille, murmura Émilie en la tenant. Mais les défis surgirent, à l'école. Anna fut moquée pour avoir 2 mamans. Émilie affronta la directrice, apprenez la tolérance. La famille d'Émilie ressurgit via une lettre, rencontrez votre petite fille. Émilie hésita, mais accepta une réunion. À Provence, la confrontation fut tendue. C'est contre nos valeurs, dit le père. Émilie répondit, l'amour est ma valeur. Une trêve fragile naquit, avec des visites sporadiques. Sophie, supportive, masqua sa méfiance. Pour Anna, dit-elle. Mais intérieurement, elle craignait une trahison. La société évoluait lentement. Une loi renforçant les droits LGBT passa, inspirée en partie par leur histoire anonyme. Émilie témoigna au Parlement, nos luttes ne sont pas vaines. Sophie, fière, la regarda depuis les gradins. Pourtant, des backlash surgirent, des manifestations anti-LGBT, des discours haineux. Une nuit, leur maison fut vandalisée, dégénérée. La police minimisa, juste des gamins. Émilie ragea, c'est systémique. Sophie, protectrice, installa des caméras. Mais le stress affecta leur relation. Anna demanda, pourquoi les gens nous détestent? Émilie expliqua avec douceur, parce qu'ils ont peur de la différence. Ce moment renforça leur lien familial, mais souligna le prix, inoculer la résilience à un enfant. Elles consultèrent un psychologue familial, explorant les impacts transgénérationnels. Vos traumatismes se transmettent? Avertit-il. Elles travaillèrent dur, transformant la douleur en force. Un climax vint quand un documentaire sur les infiltrations anti-extrémistes cita Sophie. Des menaces ressurgirent. Émilie proposa, changeons de nom. Recommençons. Sophie refusa, fuir, c'est perdre. Elles affrontèrent, témoignant anonymement. Le soutien public grandit. Mais les divisions persistaient. Des amis les trahirent, révélant des détails privés. La confiance est fragile, soupira Sophie. Anna grandit, posant des questions sur leur amour. C'est normal? Demanda-t-elle. Émilie répondit, l'amour est toujours normal. Sophie ajouta, mais parfois, il faut se battre pour lui. Leur famille devint un bastion contre la haine.
Pourtant, les choix moraux hantaient. Avait-elle le droit d'exposer Anna à cela? Émilie lutta avec la culpabilité maternelle. Sophie avec le regret de ses mensonges passés. Les années passèrent. Leur amour mûrissant. À 35 ans, Sophie écrivit un livre anonyme sur ses expériences, inspirant d'autres. Émilie, 33 ans, devint une figure nationale de l'activisme. Anna, adolescente, embrassa leur héritage. Mais un jour, les parents d'Émilie moururent, laissant un héritage conditionnel à Émilie. Si elle renonce à son mode de vie. Elle refusa, donnant tout à une charité LGBT. Le prix de la liberté. Sophie et Émilie célébrèrent leur anniversaire de mariage, réfléchissant au sacrifice. Regret? Demanda Sophie. Émilie sourit, aucun. Toi valais tout. Leur voyage, marqué par des trahisons, des THNG et des réveils, les avait transformés. Elles marchèrent main dans la main le long de la Loire, symbolisant leur résilience. Mais au fond, une question persistait. Gisant comme un défi à la société, l'amour entre deux femmes mérite-t-il d'être combattu avec autant de vigueur? Ou la vraie immoralité réside-t-elle dans les jugements qui le condamnent?